Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Dans ce nouvel épisode de la Guilde, je voudrais vous parler de compétences, et notamment de compétences à acquérir si je devais reprendre ma carrière dans la qualité assurance. Bien sûr, au tout début, j'apprendrai les bases sur les méthodes de technique et de test. Je passerai certainement une certification ISTQB Foundation V4, qui l'intérêt de mettre tout de suite un pied dans l'agilité. Mais au-delà de cette certification, je travaillerai vraiment en profondeur sur des techniques de test comme le pairwise ou les tables de décision ou les partitions d'équivalence, vraiment des outils qui sont très intéressants lorsqu'on est dans des situations complexes avec beaucoup de tests à effectuer et une vraie complexité. Vraiment, ces méthodes et ces techniques sont vraiment importantes pour définir des stratégies et des cas de tests robustes et efficaces. Et je pense qu'il est important de bien maîtriser le vocabulaire et les concepts de base pour pouvoir être serein et continuer sa progression. Dans un deuxième temps, je me focaliserai sur comprendre le métier et le fonctionnement des applications pour pouvoir bien les tester. Et ça, je dois vraiment le faire en amont. Donc, avant même de commencer le test, je vais vraiment regarder comment je peux comprendre le métier, comprendre les complexités de l'application, les principales fonctionnalités qui vont impacter les utilisateurs finaux. Donc, quels sont les impacts sur les utilisateurs, comment ils peuvent l'utiliser, où ils ont des points de blocage, et j'irai peut-être même jusqu'à voir au niveau des ops, quels sont les problèmes récurrents qu'ils ont, et pour voir s'il y a une certaine logique à tester certains types d'applications avec certains chemins pour anticiper les problèmes futurs et de voir d'où vient cette complexité. Donc, faut pas oublier que on teste pas que des exigences, on teste un produit et ce qui est intéressant, c'est vraiment d'être dans cette recherche de compréhension du besoin des utilisateurs pour que les tests soient le plus pertinents possible. Donc, ça va me permettre vraiment de bien comprendre les critères d'acceptation et comment la qualité va contribuer à la satisfaction client. Et donc vraiment pouvoir mieux gérer mon risque, mieux définir une stratégie test, mieux faire mes tests au quotidien pour prendre les meilleures décisions avec le plus d'efficacité possible. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de tests sans agilité. On est de plus en plus dans des contextes agiles. Donc, par la suite, prendrait du temps à maîtriser vraiment les concepts phares de l'agilité. Donc, au-delà de ce qu'on peut voir dans Scrum et Kanban, de maîtriser les cérémonies, ce qui est important. Pour moi, l'agilité repose sur deux concepts de base qui sont la collaboration et l'excellence technique. Et donc, dans un premier temps, j'irai j'irai assez loin dans tout ce qui va me permettre de faciliter la collaboration et de mieux comprendre euh, les exigences et qu'on puisse tous s'aligner avec toutes les parties prenantes du projet. Donc, maîtriser les techniques de collaboration comme le BDD, l'example mapping ou la TDD, ben, ça va vraiment me permettre d'éviter toute ambiguïté, qu'on puisse être tous alignés sur vraiment l'objectif d'une US ou d'une feature. Et le but, c'est que ça facilitera la meilleure compréhension des exigences dès le départ et donc d'éviter toute anomalie de spécification. Par la suite, je vous l'ai dit, pour moi l'agilité c'est aussi l'excellence technique. Donc j'irai sur la partie automatisation, mais avant de me lancer dans un framework, je prendrai le temps d'apprendre les bonnes pratiques d'automatisation. Et quand je parle de bonnes pratiques, c'est quels sont les prérequis nécessaires avant de me lancer dans l'automatisation, en vérifiant la qualité des jeux de données, la disponibilité des environnements, la stabilité des flots fonctionnels, et, et de me dire
comment je vais travailler sur la maintenabilité de mes scripts dans le temps. Donc en travaillant sur les notions de design pattern, donc le plus connu est le Page Object Model euh, pour l'automatisation des tests, et de maîtriser aussi les deux concepts qui me paraissent intéressants dans tout ce qui est maintenance, c'est le Dry, Don't Repeat Yourself, et le KISS, Keep It Simple and Stupid. Voilà, c'est vraiment deux concepts qui sont importants de maîtriser avant de se lancer dans l'automatisation, pour avoir une base solide et pouvoir le faire. Donc, moi, je passerai vraiment du temps sur cette partie méthode et théorie avant de me lancer dans le framework, parce que ça va faire vraiment la différence par la suite dans le développement de mes scripts. Par la suite, je vais vraiment me focaliser sur un seul outil, un seul framework avec un seul langage de programmation et je vais pas me disperser. Donc il y en a plusieurs, faut choisir. Selenium, Cypress, Playwright, Karate, Appium, etc. Donc j'en choisis un et je vais approfondir mes compétences avec une expertise solide sur cet outil-là avant de pouvoir passer sur un autre outil et m'éparpiller. Comme ça, j'aurai compris vraiment les subtilités et quand je vais passer d'un outil à un autre, je vais pouvoir mieux comparer et mieux maîtriser euh, ces sujets-là et y aller plus vite dans ce nouveau framework. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être complexe, surtout si on n'a jamais fait de développement avant. Donc il faut pas hésiter à prendre le temps, mais ça va vraiment être une compétence qui peut changer votre carrière si vous avez vraiment la technique dans l'automatisation des tests. Qui dit automatisation dit forcément industrialisation des tests. Donc l'étape d'après, c'est vraiment monter en compétence et me familiariser sur le continuous testing. Donc maîtriser tout ce qui est pipeline du style Jenkins, GitHub CI ou GitHub Action. Vraiment maîtriser tout ça avec comment fonctionne Docker, et comment je peux lancer mes tests en continu euh, sans que je sois là. Et bien sûr, en allant jusqu'à synchroniser les résultats jusqu'à un gestionnaire de tests comme X-Ray et voir comment marchent ces API pour pouvoir les mettre en place. Et donc ça va vraiment me permettre de pouvoir lancer mes tests en continu. Et donc une fois que j'ai acquis ces compétences, je me dis, ben, grâce à l'automatisation, ça me permet de gagner du temps comment je peux améliorer ma partie test fonctionnel, test manuel. Et ben, je pense que l'étape d'après, ce serait de maîtriser les concepts de test exploratoire pour pouvoir sortir un peu des sentiers battus, pouvoir penser comme un persona type et de me permettre d'aller au-delà du script automatisé, au-delà de ma campagne de test manuel pour découvrir des problèmes qu'on n'aurait pas forcément anticipés. Donc je trouve que pour assurer une qualité complète euh, dans ma phase de test. C'est quelque chose d'important. Donc là, on est quand même déjà assez robuste sur les compétences. Si je veux aller encore plus loin, bah, je prendrai le temps de monter en compétence sur les tests non fonctionnels, que ce soit sur la partie accessibilité, sur la partie performance ou sur la partie sécurité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus demandé aujourd'hui comme compétence en plus. Donc c'est vrai que ça mettrait euh, une, une compétence en plus dans votre panel de compétences et c'est toujours intéressant. Et bien sûr, s'il développait toutes ces méthodes, toutes ces techniques, tout cet outillage, c'est très très bien, mais pour moi, ce que je ferais de façon continue et le plus tôt possible, c'est vraiment de développer les soft skills, notamment pour mieux collaborer et mieux communiquer. Ça va permettre de mieux résoudre les conflits, de mieux être dans une écoute active pour essayer de proposer des solutions, pour pouvoir faire des états des lieux beaucoup plus efficaces, d'être force de proposition, de pouvoir être efficace dans ce qu'on va proposer et donner la confiance aux équipes dans ce qu'on va donner comme argument avec un storytelling efficace. Et pour terminer, je dirais, bah, je vais m'ouvrir aussi aux autres pratiques de l'agilité, du DevOps, de Safe, de ce que vous voulez, mais j'irai participer à leur communauté de pratiques. Je lirai des articles sur leurs problématiques. Le but, c'est vraiment de découvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de faire, de nouvelles méthodologies et de pouvoir mieux collaborer avec eux, de mieux comprendre leurs problématiques pour être vraiment
un QA à 360 avec toutes les compétences nécessaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a servi et je pense, si je devais le faire, je le referais encore plus tôt, plus rapidement. Et ça, c'est vraiment super important. Bon, donc j'espère que mes étapes à suivre vont vous aider, vous donneront des idées pour les monter en compétences. Bon, n'hésitez pas à me partager des compétences que j'aurais oubliées, qui vous semblent indispensables si vous deviez vous aussi recommencer votre carrière à zéro et réapprendre ces compétences pour que nos métiers soient le plus efficaces et le plus reconnus possible. Merci à tous et au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.